Au début du mois de septembre, c'était le retour des matchs de l'équipe de France. Ça faisait quand même 9 mois sans match des Bleus, donc même si en vrai niveau jeu c'était pas fou, ça faisait plaisir de les revoir sur le terrain. Et en cette rentrée, il y a une petite nouveauté, le maillot. Exactement, Semia, face à la Croatie, l'équipe de France a joué avec ce qui sera son maillot pour les prochaines saisons. Et j'avoue, son design m'a un peu surpris. Avec ses bandes inspiration marinière et son bleu marine assez discret, pas flashy, on dirait en fait un t-shirt qu'on pourrait porter dans la rue. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Nike, équipementier officiel de la sélection, tente de faire des maillots dans ce style. En 2011 déjà, l'équipe de France dévoilait un maillot marinière, noir et blanc, pensé pour le terrain, mais aussi pour la vie de tous les jours. Sauf que quand ce maillot sort en 2011, le public n'est pas super enthousiaste. Il est retiré de la vente, 1 an après sa sortie pour être remplacé par un modèle blanc tout simple. C'est très rare que ça arrive d'ailleurs. Oui, et aujourd'hui, le style marinière est de retour sur le maillot de l'équipe de France et il a reçu un bien meilleur accueil. Oui, Semia, et on peut l'expliquer assez facilement. Parce que depuis 10 ans, le maillot de foot est devenu un peu plus qu'un équipement sportif. Oui, c'est presque un vêtement de mode. On voit des maillots dans la rue aujourd'hui, en soirée dans les bars, dans des clips sur YouTube et en photo sur Instagram. Voilà, on commence à voir le maillot porté dans plein d'autres endroits que le stade. Du coup, pour cet épisode, je me suis demandé pourquoi et comment le maillot de foot était devenu cool, et surtout, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre rapport au sport et à la mode. Pour répondre à ces questions, tu es allé interviewer Christelle Cochet, créatrice de mode parisienne, Fabien Allègre, responsable de marque du PSG, Eva Rodriguez Gregorio, auteur d'un mémoire sur la mode et les maillots de foot, et Vincent Chutet-Mézance, président du collectif de supporters Red Star Bauer. Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le 3e épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Le 1er septembre dernier donc, Nike sortait en boutique le fameux nouveau maillot des Bleus. Comme je le disais, il est bleu nuit avec des rayures inspirées d'une marinière et un trait rouge au niveau du torse. Personnellement, je l'ai trouvé plutôt beau. Moi, je le trouve un peu classique, mais ça va. Justement, la sortie d'un nouveau design, c'est toujours source de débat. Donc pour prendre un peu la température auprès des fans, je suis allé au Nike Store de Châtelet à Paris le week-end de sa sortie pour demander aux gens leur avis sur le maillot. Je le trouve plutôt réussi. Je pense que si je devais donner un top entre l'extérieur et le domicile, je mettrais l'extérieur en numéro 1. Il est très beau. Il fait un peu référence à 98 et tout, évidemment. Et il y a les 2 étoiles, donc c'est cool, quoi. Moi, je le trouve assez chic, mais très sobre. Moi, franchement, j'aime bien. Au lycée, oui, il y a des gens qui portent des maillots. J'en vois souvent. Après, l'hiver, il fait un peu froid, mais oui, ils en portent, ouais. Oui, les filles, j'en vois aussi, ouais. J'en vois un peu moins quand même que les garçons, mais je peux en voir, ouais. Donc on entend cette jeune fille dire qu'au lycée, c'est très courant que les élèves s'habillent avec un maillot. Quand j'étais au lycée, c'était pas vraiment le cas, ou alors vraiment que quand il y avait des matchs. On peut pas dire que c'était super stylé à l'époque. Pour comprendre comment on en est arrivé là, j'ai échangé avec une créatrice de mode qui s'appelle Christelle Cochet. Depuis 2015, sa marque Cochet est une des plus scrutées en France et dans les Fashion Week du monde entier. Justement parce qu'elle intègre constamment des références au monde du sport, notamment du football, dans ses vêtements. Elle a même collaboré avec Nike sur des projets internationaux. J'ai donc discuté avec elle pour qu'elle me raconte son parcours et les liens qui existent entre mode et sport. Dès son plus jeune âge, Christelle Cochet s'habille déjà au quotidien avec des marques de sport. À la base, c'est plutôt pour une raison pratique, parce qu'elle joue au handball en club, avec des matchs et des entraînements réguliers. Dans mes souvenirs, j'ai toujours mélangé en fait ces vêtements de sport dans mon quotidien. Parce que finalement c'était pratique. Alors j'avais des moments où je séparais finalement assez, où j'étais du coup très très fille, mais souvent c'était aussi assez pratique parce que on avait entraînement tous les jours, surtout quand on faisait les championnats de France. Et puis c'était pratique finalement aussi de mixer. Et puis c'est tellement confortable que c'est très agréable. Et même quand on grandit dans les quartiers, en fait je sais pas, je dire moi je savais pas même qu'était Saint-Laurent en fait. Je savais pas, je connaissais pas toutes ces marques en fait. Pour nous, le luxe,
c'était d'avoir déjà des Adidas, de ne pas avoir les baskets qui venaient de chez Auchan ou des copies qui venaient de Decathlon. On était très, 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 très influencés par la culture américaine. On écoutait du rap en boucle, du rap américain, du rap US, et ça, c'était nos rôles modèles. En fait, je sais pas, c'était vraiment une influence. Même pour les filles, c'était Missy Elliott qui avait trop un style de dingue et qui mixait. Pour moi, ça, c'était super inspirant. Christelle Cochet fait un BTS mode, puis elle obtient un diplôme à la Central St. Martin's à Londres. C'est une des meilleures écoles de mode au monde. Oui, et à sa sortie, elle commence par travailler dans des grandes maisons de mode. Mais en fait, le sport reste toujours dans un coin de sa tête. Quand j'ai commencé le milieu de la mode, j'ai une carrière dans des très belles et grandes maisons. Donc, la notion de confort a été toujours très présente. Cela dit, ma formation et mon apprentissage dans les maisons de mode a été plutôt de perfectionner mes compétences dans le dessin, dans la coupe, de l'apprentissage des techniques de couture, des techniques artisanales de broderie. Et c'est ce que j'ai pu mettre à l'épreuve et pratiquer dans des nombreuses maisons comme Armani, Chloé, Bottega Veneta, Chanel, Dries Van Noten. Ce côté mélange sport et vêtements de mode n'était pas très à la mode. Par contre, pour moi, quand j'ai lancé Cochet, c'était toujours une évidence. C'était important pour moi de proposer une mode qui mélangeait finalement ma passion pour l'artisanat, mon expérience, mon expertise, avec mes origines, un vêtement confortable, un vêtement aussi qui est plus accessible en termes de prix, en termes de silhouette, et de le mélanger sans compromis sur la création, sur le style, proposer aussi une mode qui était démocratique et qui rassemblait et qui en faisait en fait finalement le pont entre vêtements qu'on dit de culture plus populaire et des vêtements qui sont qui font partie plus du vocabulaire de la mode. Et ça a été le début de ce projet. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu toute une vague aussi qui correspondait aussi à une époque où la street culture, le sportwear, le streetwear est venu infuser notre façon de s'habiller, notre façon de vivre, comme presque un lifestyle. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Je crois que le maillot de foot, c'est également démocratisé et devenu aussi une pièce presque lifestyle. Dans les grandes villes, aujourd'hui, on le voit beaucoup porté dans la rue. On le porte, on le mélange avec ses tenues et on se le personnalise. Ce côté confortable est indéniable, mais je pense qu'on le porte encore plus parce que il y a ce côté d'appartenance, de soutien à un club, aussi de rôle modèle d'un joueur, parce que finalement de porter le maillot d'un joueur très bon, d'un excellent joueur qui marque des buts, on a l'impression d'avoir un petit peu de sa force et de son pouvoir. Donc il y a quelque chose de magique dans ces t-shirts. En 2018, Christelle Cochet va pousser encore plus loin son goût pour le mélange entre mode et sport. Dans l'église Saint-Méry à Paris, lors de la Fashion Week Printemps-été 2018, tout le monde de la mode est réuni pour assister à un défilé un peu à part. Au milieu des pièces qui mélangent mode et sport de Cochet, plusieurs mannequins vont défiler avec un maillot de foot sur les épaules. Et ce maillot, Brice, c'est celui du Paris Saint-Germain. Oui, c'est bien parce que depuis quelques mois, Christelle Cochet et le club collaborent pour réaliser une collection inspirée du maillot du PSG. C'est une première dans le monde du foot dont elle m'a parlé. Je m'en souviens très bien, c'était un très beau moment parce qu'on présentait cette collection de plus dans une église, l'église Sainte-Méry, plein centre de Paris, à côté de Centre Pompidou. Et je crois que ça a beaucoup surpris les gens de la mode de voir défiler dans le calendrier officiel de Paris des vêtements de sport, des vêtements de foot et des vêtements qui portaient et qui mélangeaient le logo PSG et Cochet. Mais en même temps,
j'ai jamais eu autant de rédactrices qui me disaient mais c'est incroyable, moi qui n'ai jamais aimé le foot, j'ai envie de porter ces robes. Et là, je me disais, il y a quelque chose de vraiment de spécial et de magique qui s'était passé. Mon idée, c'était l'idée de ma marque. C'était aussi, c'est parler des valeurs du sport et de tout ce que ça véhicule. Le sport comme, encore une fois, ascenseur social, rassembleur où il y a cette diversité. Et moi, je voulais justement démarrer cette collaboration sur des pièces très couture, très spéciales, presque des pièces qu'on allait retravailler. Et là, je les ai mélangées avec des dentelles, des dentelles françaises de Calais. Je les ai mélangées avec de la soie. J'ai mélangé ces t-shirts en les découpant, en rassemblant, en travaillant vraiment sur des formes très couture, très spéciales, très uniques, et les détourner pour en faire des pièces exceptionnelles. J'ai aussi embelli ces t-shirts en les rebrodant avec des cristaux Swarovski. Voilà, donner toute une noblesse finalement à ces t-shirts et les intégrer dans une collection unisexe ou de pièces très très féminines. Finalement, c'était pertinent et le mariage entre le PSG et Cochet a été un vrai succès. Un tel succès qu'on a fait même un deuxième volet qu'on a présenté à New York, avec aussi des pièces plus lifestyle, moins portées sur le jersey, même s'il y en avait toujours. Et ça a été une très belle collaboration qui a eu aussi un écho incroyable dans la mode. Niveau visibilité, Christelle Cochet et le PSG vont même avoir une bonne surprise. Je pense qu'on peut même dire une très bonne surprise. À l'été 2018, c'est Beyoncé en personne qui s'affiche sur les réseaux sociaux en train de porter un maillot du PSG designé par Christelle Cochet. C'était son styliste qui avait vu nos créations et elle avait un tour qui était prévu en France et ils nous ont contactés pour porter nos t-shirts brodés et on lui a aussi fait une tenue sur mesure. C'était une grande fierté pour moi, les équipes, les artisans et même les footeux en fait, les gens du club du PSG qui étaient extrêmement fiers. Donc c'est aussi des très beaux symboles pour nous. Donc aujourd'hui, Brice, Beyoncé porte des maillots du PSG et les marques de mode collaborent avec le monde du foot. Normal. C'est ça, et quand on y repense, on se dit quand même que l'époque a beaucoup changé. Pour un peu comprendre comment une collaboration entre Christelle Cochet et un club comme le PSG est possible aujourd'hui, j'ai appelé Eva Rodriguez Gregorio. Elle travaille dans le monde de la mode et elle a réalisé un mémoire entièrement dédié au lien entre mode et maillot de foot. Et elle m'a expliqué que tout a démarré en 1998, en tout cas pour la France. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit une tentative de récit national dans laquelle, en fait, la couleur bleue du maillot de l'équipe réunit une France black, blanc, beurre, comme on le disait à l'époque. Et c'est aussi à cette époque qu'on peut s'apercevoir du potentiel commercial du football et de ses produits dérivés. Donc, notamment par les médias, mais aussi par les entreprises et le biais du sponsoring qui transforme l'économie du football. Et il faut pas oublier aussi en 98 que lors de la finale, le match est précédé d'un défilé Yves Saint Laurent ou plutôt d'un spectacle de mode Yves Saint Laurent, selon les mots de Pierre Berger. Donc c'est sur une mise en scène en fait signée Olivier Massart. 300 mannequins vêtus des créations emblématiques du couturier français défilent sur la pelouse du Stade de France, qui est recouverte à l'occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez des images, mais d'une toile bleue qui évoque le ciel ou l'océan, et sur laquelle est apposé le logo Yves Saint Laurent en rouge. Et donc, c'est une des premières associations avec une résonance mondiale de la mode et du football, qui pouvait sembler peut-être un peu incongru à l'époque, même si on avait déjà des incursions dans le monde de la mode, mais qui après n'a cessé de se répéter pour devenir évidente aujourd'hui. D'ailleurs, Christelle Cochet m'a fait remarquer que dans l'histoire de la mode, l'influence du sport, c'est pas quelque chose de si nouveau. Mais pendant longtemps, elle a été plutôt discrète. Le sportswear a toujours un petit peu, finalement, été aussi d'une certaine façon à la mode, mais par cycle. On voit que si on prend l'exemple des années 20,
quand le sport s'est ouvert, un peu plus démocratisé, ça a infusé la mode. Des couturiers comme Chanel et même des Patou, toutes ces maisons sont inspirées des tenues des gens qui allaient au bain, du tennis, etc. Moi, je me souviens dans les années 80-90, toute cette culture un petit peu Polo, Ralph Lauren, Lacoste, était quand même très présente. Alors peut-être pas à ce point, mais si on épluche les magazines même des Vogue des années 70, il y avait déjà cette attitude de jogging porté avec des talons. Et dans les années 80, finalement, il y avait cette attitude un petit peu sportswear. Selon Eva Rodriguez-Gregorio, le sportswear, qui symbolise donc un peu les liens entre le monde du football et de la mode, s'est accéléré ces dernières années pour 2 raisons, l'argent et l'image. Donc là, je pense que la mode s'intéresse de plus en plus à l'univers du football pour des raisons essentiellement économiques, étant donné que le football est devenu le sport le plus populaire du monde, avec un impact économique énorme. Et donc maintenant, on voit qu'on est en fait en plein dans la mode du sportswear et du streetwear, et je pense que les sneakers en sont la parfaite illustration. Et donc j'imagine que c'était normal que le football y passe aussi, surtout quand on voit sa force de frappe économique. On voit une innovation parce que en fait, les équipementiers, à travers le maillot de football, peuvent changer leur image, en s'inspirant des stratégies mises au point dans la mode, et pour devenir en fait plus que des équipementiers, des marques, voire des griffes. Et donc le maillot, dans ce cas-là, devient un objet désirable. On pourrait penser, par exemple, à la façon dont les publicités sont faites de nos jours, notamment à Nike. Si on se penche sur les anciennes publicités télévisées, on voit que celles-ci mettent plus en valeur le côté technique et sportif du vêtement, de l'équipement et surtout du maillot. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez les images en tête, mais vous pouvez vous rappeler de la campagne publicitaire pour le maillot du Nigeria en 2018 pour la Coupe du Monde. En 2018, un des maillots les plus vendus à la Coupe du Monde est celui du Nigeria. Avec son design vert, noir et blanc zébré et sa campagne de communication axée sur le lifestyle, le maillot est acheté à travers le monde par des fans de mode et de maillots pour son graphisme. Je me souviens d'ailleurs dans Paris, on croisait vraiment beaucoup de gens qui le portaient. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, plus de 3 millions de maillots vendus dans le monde. Et donc là, on voit bien un changement total en fait qui se rapproche presque des photoshoots pour les magazines de mode. Donc il n'y a pas que des footballeurs qui sont photographiés, mais aussi des mannequins, des musiciens. On n'a plus vraiment de référence au football, ce qu'on avait dans les anciennes publicités ou qui se passait sur des terrains de foot ou dans un contexte sportif. Là, c'est sur un fond vert. Et les maillots de football, en fait, sont accompagnés de plein d'autres accessoires, notamment des bobs, des vestes, des jupes. Ça devient un vrai objet de consommation à la mode. Et de cette façon-là, le lifestyle permet aussi pour Nike ou Adidas de devenir des marques à part entière, des marques de mode presque, et plus simplement des équipementiers qui produisent des vêtements de sport. D'ailleurs, le Nike Store dans lequel j'étais à Châtelet en début d'épisode était une boutique essentiellement lifestyle. Là-bas, ils ne vendaient aucun équipement sportif, à 2 exceptions près, les maillots de basket et les maillots de foot. Et pour Eva Rodriguez-Gregorio, justement, à qui tu as parlé du nouveau maillot Nike pour l'équipe de France, c'est tout à fait logique. Et je pense qu'il s'inscrit tout à fait dans la stratégie lifestyle de Nike, en reprenant des codes comme les rayures horizontales. En fait aussi, ce qui est très intéressant dans l'exemple de Nike, c'est qu'à chaque fois, les communiqués de presse, ou même quand on regarde des articles de mode ou dans des magazines consacrés à ce maillot, c'est qu'il y a toujours les mêmes termes qui reviennent, et c'est notamment celui d'élégance. Parce que bien sûr, encore une fois, Nike, comme le Paris Saint-Germain, joue sur le patrimoine de mode de la France, la notion d'élégance. Et donc ça fait partie vraiment de leur stratégie lifestyle. Quand on est un club de foot, collaborer avec le monde de la mode, mais aussi faire un maillot lifestyle facile à porter au quotidien, c'est un bon moyen d'attirer plus de consommateurs. Dans les grands clubs, c'est même devenu un véritable enjeu. Justement, j'en ai discuté avec Fabien Allègre, qui est responsable de l'image de marque du Paris Saint-Germain et qui travaille aussi à sa diversification.
En gros, il s'occupe de réaliser des partenariats avec différents secteurs, la mode, le jeu vidéo, le cinéma, pour rendre le PSG plus visible à travers le monde, même chez les gens qui suivent pas du tout le foot. Alors, je dirais qu'on n'a pas jeté notre dévolu immédiatement sur la mode. On a bâti un plan, mais c'était plutôt de couvrir les différentes verticales, centres d'intérêt des fans de foot, bien évidemment, mais également comment aller chercher une audience et gagner d'autres types de fans en travaillant sous les prismes que pouvait être effectivement la mode, que pouvait être la musique, l'art et l'entertainment. Pour le PSG, comme pour beaucoup de clubs, il y a un vrai enjeu autour des maillots chaque saison. Surtout qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on peut porter un maillot de foot comme un vêtement du quotidien. Ça a même un nom, la culture jersey. La culture jersey, c'est juste de considérer que ce vêtement peut être porté dans d'autres conditions que celles de la pratique d'un sport. Donc, est-ce que depuis 2011, de plus en plus, les maillots du Paris Saint-Germain sont pensés pour être portés dans la rue aussi ? Je pense qu'ils le sont naturellement à partir du moment où, aujourd'hui, bon nombre de ces maillots sont portés en dehors de la pratique d'entraînement ou de sport. Donc, notre souhait, c'est aussi, et le souhait de Nike en tant que grande marque internationale, c'est de coller le plus possible à ce que attendent les consommateurs en termes de coloris, de design. Oui, donc on y travaille indirectement, mais c'est l'objectif chaque année de pouvoir se renouveler, tout encore une fois en respectant des basiques, comme on a cette année ressorti le maillot inspiré de nos maillots iconiques à l'occasion des 50 ans du club, mais toujours en travaillant aussi à côté sur d'autres maillots qui ont pour vocation d'être un peu plus lifestyle que les deux premiers. Depuis 2 ans, le PSG a même poussé le concept encore plus loin. Ouais, clairement c'est mien, et pas avec n'importe qui. Michael Jordan, le plus grand symbole des liens entre sport et business, avec sa marque de chaussures et de vêtements Jordan Brand et ses 3,1 milliards de chiffres d'affaires en 2019. En 2018, le Paris Saint-Germain et Jordan annoncent une collaboration exclusive de 3 ans avec une collection lifestyle et chaque saison, un maillot de foot avec le logo de la marque Jordan porté par les joueurs du PSG dans les compétitions européennes. Et cette collaboration va payer. Pour la première fois dans l'histoire du club, le PSG vend plus de 1 million de maillots en une saison. C'est complètement unique dans l'histoire du foot et c'est bien la preuve que le PSG veut devenir une marque globale pour les amateurs de foot, mais pas que. C'est évident que pour le Paris Saint-Germain, souhaitant devenir cette marque globale, avoir l'opportunité de travailler sur toutes les déclinaisons lifestyle en termes de produits et de style avec une grande marque comme Jordan, voilà, ça nous a permis d'aller chercher, de nous exprimer sur des territoires sur lesquels on n'avait pas forcément l'opportunité, on va dire, d'y aller, que ça soit au niveau des sneakers, que ça soit au niveau de la bagagerie, de tout ce qui compose, on va dire, le vestiaire lifestyle d'un jeune ou d'une jeune fan de club de foot et de la marque Paris Saint-Germain. Définitivement, ça nous a permis de confirmer notre statut de marque qui avait effectivement une volonté d'être en dehors du pitch, et effectivement toujours en respectant nos fans. Et quand on pense à des projets, on essaye toujours que nos actions, en fait, aient un rôle d'ambassadeur pour le projet de la marque. Et donc, il faut que l'on continue, et Jordan en est l'expression aussi, hein, que même si la mode peut passer, l'usage reste, et que on doit créer cette dimension de reliance, en fait, et travailler toujours sur l'usage et la préférence de marque. Fashion Week, Michael Jordan, sportswear, diversification d'images de marque. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de stratégie marketing et de gros chiffres, mais pas vraiment de foot. Le maillot de foot, pourtant, c'est quand même censé être un symbole fort d'un club, qui est lié à des valeurs importantes.
Ouais, c'est le rôle d'un maillot de base, et d'ailleurs, ça a été le sujet de débat dans un club cet été. À la fin du mois d'août, le Red Star, qui est donc un club de 3e division en banlieue parisienne, dévoilait un nouveau maillot très graphique, très lifestyle, et ça n'a pas plu aux supporters. Pour comprendre, j'ai passé un coup de fil à Vincent Chutet-Mézance, président du collectif de supporters Red Star Bauer. Alors tout simplement, nous, c'est vrai que ça fait, en fait, c'est la 2e saison où je dirais qu'on a un maillot un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits sur la conception du maillot. L'année dernière, du coup, c'était un maillot avec des couleurs vert et noir, vert et noir, et du coup, nous, les couleurs, c'est vert et blanc, donc on avait déjà un peu mal pris ce côté changement de maillot. Nous, l'argument qui nous avait été donné, c'est que c'était via Adidas qu'ils appelaient des patrons et que du coup, le blanc ne passait pas bien dessus. Donc nous, ça nous avait déjà un peu échaudé l'année dernière. Pour répondre au club, les supporters du Red Star ont même fait quelque chose d'assez étonnant l'année dernière. Ils ont fait leur propre maillot, un contre-maillot, qui, je l'avoue, était plutôt beau. Ouais, il est assez joli et en plus aussi, il est accessible vu qu'il était quand même 2 fois moins cher que l'original. Alors, cette histoire, elle est venue tout simplement quand on a vu le premier maillot qui est sorti l'année dernière, où nous, vraiment, on a pris ça. On s'est dit, ah, ça y est, le Red Star part un peu comme tous les certains clubs, un peu dans une dérive un peu mercantile pour vendre des maillots. Donc c'est vrai que tout de suite, faut savoir que les supporters, voilà, il y a des liens, il y a des canaux où on discute. Moi, j'ai reçu énormément de messages, d'appels de gens qui me disaient, t'as vu le nouveau maillot, machin, c'est abusé. Il y a eu une espèce de bouillonnement au sein des supporters du Red Star. Et en fait, c'est au fil des discussions, l'idée de ce maillot, elle est vraiment venue par hasard. C'est vraiment pas un truc qu'on avait calculé, elle est vraiment venue par hasard au fil d'une discussion. C'était même partie d'une blague, d'ailleurs, à la base, de dire, il serait marrant qu'on fasse notre maillot, en fait. Une partie d'une blague pas sérieuse. Au final, on s'est dit, ouais, il y a peut-être il y a une demande, il y a le fait qu'on teste aussi ce maillot, donc on va lancer on va dire ce contre-maillot, et du coup, on a lancé un maillot avec le logo du club, les couleurs du club, verte et blanche. Mais voilà, donc on a pris un maillot rayé bande verte et blanche qui parle à beaucoup de supporters avec le logo du Red Star, le logo du coup sans le nom. Et c'est vrai qu'il a pas mal plu parce qu'en un match on avait tout vendu, on a dû refaire, on avait commandé 250, on avait tout vendu, donc on a dû recommander une deuxième fournée pour les matchs. Et là on a un peu plus de 500, on était un peu plus de 500 maillots vendus l'année dernière. Et cette année, du coup, nous, on n'a pas souhaité rééditer parce que on n'est pas là pour faire des maillots chaque année du club. Là, du coup, vu qu'on a des relations qu'on n'avait pas avec eux l'année dernière, on était un peu en conflit avec la direction du club. Donc c'est pour ça que là, on préfère justement, on a alerté via ce communiqué qu'on a sorti. Et là, on préfère vraiment discuter en amont et travailler pour que ça ne se reproduise pas. C'est le chantier dans lequel on est actuellement. Comme il me l'a expliqué, ces crispations autour des nouveaux maillots, elles sont causées en raison de son aspect marketing au détriment des supporters. Il y a un côté, c'est clairement pour du marketing, il y a un côté, je vais prendre l'exemple du Red Star, c'est l'exemple qui nous concerne, c'est qu'il y a une vraie volonté de coller à un nouveau type de public. On l'a dit dans le communiqué, on a appelé ça un chat un chat. Il y a une volonté du club il y a un nouveau type de public que nous on appelle un peu bobo hipster. Moi j'ai rien contre ce type de public en vérité. C'est-à-dire que du moment que les gens y viennent, ils collent aux valeurs du club. Moi j'aurais surtout pas la prétention de dire il faut tel type de public, tel type de public. Maintenant c'est vrai que quand ce marketing qui vise un certain type de public, il se fait au détriment des couleurs historiques du club et au détriment justement des volontés des supporters plus historiques qui sont là depuis plus longtemps. Là, là, ça pose un problème. Donc, dans ce cadre du maillot, je pense que oui, c'est un marketing pour essayer de toucher. Ça va aussi de pair avec des choix qui sont faits par le club. Donc après, moi, c'est ce que nous, on répond, et je vais me répéter. C'est-à-dire que pour un maillot de domicile et extérieur, il faut un maillot qui colle aux couleurs et aux valeurs du club. Et après, si vraiment le club a envie d'assumer un marketing, dans ce cas-là, il y a un troisième maillot qui peut être édité pour ça, quoi. Faire de la mode avec un maillot de foot, ça a ses limites, parce qu'il faut jongler entre deux choses, le marketing et les supporters. Et parfois, ça coince. Mais pour Christelle Cochet, le foot et la mode, c'est pourtant aussi un moyen d'ouvrir ce sport à des gens qui ne s'y intéresseraient pas de base. Ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant sur les maillots, il y a toujours
quelque chose qui challenge les conventions, donc les codes des supporters, les codes des fans, ceux qui sont là et qui adorent leur équipe, qui soutiennent leur équipe et qui ont une façon finalement assez précise, presque figée comment on doit être et qui ont encore du mal à comprendre ce dialogue entre la mode et le sport qui peuvent être parfois très critiques. Je pense que malgré tout, il y a les supporters, il y a des ultras, il y a les fidèles, il y a les fans, il y a ceux du club de la ville, il y a plein de types de supporters. Et aujourd'hui, on travaille, grâce à tout le travail qui est fait, à encourager des nouveaux types de supporters. En seulement 10 ans, le maillot de foot est devenu un vêtement de mode. On le porte au stade, mais aussi dans la rue, parfois au travail ou même pour un rendez-vous amoureux. Il suffit juste de bien l'accorder avec le reste. Il m'est même déjà arrivé de porter un maillot dans une tenue décontractée pour sortir, parce qu'ils sont confortables, aérés et avec des designs que j'apprécie. Et ça, c'est possible déjà parce que les mentalités ont évolué. Le foot, c'est plus forcément vu comme un sport bête et méchant qui brasse de l'argent. Aujourd'hui, on le considère aussi comme une activité qui transmet des valeurs et qui a un aspect fédérateur. Ensuite, la mode a aussi dicté ses tendances. Porter des marques de sport est aujourd'hui cool. Quand on s'affiche avec du Nike ou du Adidas, on veut montrer qu'on est une personne active, jeune, urbaine, en mouvement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai des Nike aux pieds. Et les marques, elles l'ont bien compris et se sont donc rapprochées du milieu de la mode pour adapter leur design et le rendre plus lifestyle, même sur leur maillot de foot. Et enfin, parce que derrière les liens entre mode et sport, il y a des enjeux financiers. Pour conquérir de nouveaux marchés, il faut être plus visible, même chez les gens qui suivent ce sport de loin. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'afficher son club de foot, sa marque, son logo, partout, y compris dans la rue, avec des gens qui portent des maillots. Pourtant, comme le disent les supporters du Red Star, et je suis assez d'accord avec eux, le premier rôle d'un maillot de foot, c'est quand même de représenter les valeurs et les couleurs d'un club que des gens supportent tous les week-ends, chez eux ou au stade, parfois même depuis qu'ils sont enfants. Et ça, il faut espérer que les clubs ne l'oublient pas. Je suis Brice Bossavi. Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le 3e épisode de Football Society. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free, Ligue 1, Uber Eats. On vous donne rendez-vous avec Brice dans 15 jours pour un prochain épisode. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré, réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.